Ce clin d'œil au Stade Rennais, et là j'ai trouvé mon camarade ici présent, Grégory Gadebois, qui porte effectivement un blouson estampillé de l'écusson du Stade Rennais. Et le vrai écusson d'ailleurs, je racontais hier soir en salle que j'ai dû envoyer. Quelqu'un achetait l'écusson à Rennes parce qu'il m'avait trouvé des trucs mais qui étaient pas bien, donc je voulais un vrai écusson brodé, donc on trouvait pas, et quelqu'un a pris le train exprès jusqu'à la gare de Rennes pour aller à la boutique du Stade Rennais et acheter un maillot. On a découpé l'écusson parce qu'on trouvait pas d'écusson brodé, et je tenais absolument. C'est dans les détails, hein. Souvent la somme des détails sur la forme font le fond du film. Et ouais, c'est pas un vrai blouson du Stade. non, ben non, il n'existe pas, je crois. C'est un modèle comme ça, un peu blouson comme ça. Peut-être qu'on va faire une série limitée, le jeu. Le blouson. Ah oui, à ta taille, il n'existait pas. Et voilà. Mais du coup, le Stade Rennais est-il le partenaire officiel, le producteur officiel des films de Fred Cavaillé? Alors, le Stade Rennais est le partenaire de cœur de tous les films de Fred Cavaillé. D'ailleurs, il y avait Romain Danzé et Jacques Delanoë. Le président, comment on dit, le coprésident, je sais pas comment on dit, le vice-président, ouais, du Stade Rennais, et c'est voilà, et comme dans les chansons de Michel Berger, ça, c'est un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour moi. Enfin, je sais plus si c'est ça exactement dans la chanson de Michel Berger. Et ouais, mais la groupie, c'est ça. Bah ouais, je suis une groupie du Stade Rennais, donc non, ça m'a énormément touché. Et pas que moi d'ailleurs, il y a tous mes copains qui m'ont envoyé des textos pour me parler du film, et tout le monde m'a dit, la vache, il y avait Romain Danzé dans la salle. Voilà. Et Doria disait avant l'interview, il nous a jamais dit qu'il était breton, tu parles. Non, mais il n'y avait pas un jour sur ce plateau où on n'entendait pas notre réalisateur nous citer la Bretagne au moins 4 fois. C'est-à-dire que moi, sans y avoir passé beaucoup de temps, je connais maintenant très très bien la Bretagne à travers les récits de Fred. De quoi il parle surtout alors? De ce qu'on y mange ou de ce qu'on y voit ou... À vrai dire, il parle beaucoup de la mer bretonne parce qu'il adore prendre son petit bateau et aller pêcher. Donc il nous parle du week-end où il va pouvoir aller pêcher. Voilà. Il ne vit que pour ça. Ouais. Que pour ça et le Stade Rennais. Mais c'est le personnage de Stéphane... Un littéraire, quoi. C'est le personnage de Stéphane Devoix qui s'appelle Vincent Le Guen, non? Tout à fait. Il s'appelle, oui, il s'appelle Vincent Le Guen, et le personnage interprété par Vincent Elbaz, le mari de Doria, s'appelle Pascal Auclair. Et Pascal Auclair, c'est le monteur de mes courts-métrages qui vit à Rennes et qui était dans la salle hier soir et qui a eu la surprise d'ailleurs, qu'on appelle Paco, et qui a eu la surprise dans l'échange sur le balcon entre Doria et Vincent. Voilà, qu'ils disent, je comprends pas, mon frère, tu ne l'appelles pas Paco, tu l'appelles Pascal Auclair. Donc voilà, il s'est retrouvé comédien du film sans le savoir. Ce bateau, il est où, en fait? Il est où, ce bateau? Alors, il bouge un peu, là, en ce moment, il est dans le golfe du Morbihan. Voilà. Donc, quelle couleur? Quelle couleur? On dirait un peu le bateau de Batman. Voilà. C'est facile à repérer, alors, ou pas, le bateau de Fred Cavaillé dans les eaux bretonnes? Bah, je vais tellement vite que non, c'est très très difficile. Il faudrait l'alarmer, peut-être, par satellite. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est un bateau, c'est un petit bateau, comme disait Loria, hein, c'est un... Loria Quillier. Comme disait Doria, non mais je pensais à l'or, enfin voilà, le métal précieux, pardon. Et donc je pensais à toi. Et non, c'est un. Et d'ailleurs, je tiens à faire de la pub pour cette marque. C'est une marque bretonne qui s'appelle Promarine et un bateau entièrement construit à Auray. Et c'était important pour moi d'avoir un bateau entièrement breton. Voilà, ça me permet encore de parler de la Bretagne. Parlons du film. Ouais. Donc le jeu, c'est une adaptation d'un film qui a déjà existé. Oui. Et en quoi il était nécessaire de faire une adaptation? Bah, c'est la même chose, je dirais, la même chose que quand vous faites l'adaptation d'une pièce de Beckett, d'un Molière et tout ça. C'est vrai qu'on se pose pas trop la question, parce que ce qui est intéressant, et à chaque fois, c'est la vérité que vous allez créer en repartant d'une œuvre déjà existante. Et quand j'ai vu ce film italien, que je n'ai vu qu'une fois et que j'ai interdit à mes comédiens de voir, pas parce que c'est un mauvais film, au contraire, hein, c'est un très bon film. Oui, j'espère. Ou alors ils ne le disent pas. Ah non, mais c'est oui, évidemment, c'est vrai. On aurait pu désobéir, mais ça n'a pas d'intérêt parce que moi, j'avais pas envie d'être influencée par le jeu de la comédienne qui avait joué le rôle que j'interprète. Ça m'aurait déstabilisé. J'aurais peut-être essayé de reproduire. Ça marche jamais, ça. Comment vous avez construit votre pièce première? Je me suis à
après, je dis, effectivement, je m'interdis souvent de penser au casting avant d'avoir fini l'écriture. Là, il y a des comédiens, notamment les deux personnes autour de cette table, Doria et Grégory, avec qui j'avais très envie de travailler, comme les autres, hein, mais c'est vrai que j'avais commencé un peu à... Bah oui, forcément, vous êtes là, vous. Et non, j'avais commencé à un peu les envisager, mais après, je m'interdis souvent ça parce que... comment dire, pour moi, c'est les comédiens qui doivent aller vers le personnage et pas l'inverse. Et surtout, vous êtes terriblement déçus quand ils vous disent non, quand vous proposez le rôle. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes jamais sûr que le rôle va les intéresser. Donc je préfère ouvrir un peu et après leur proposer et voir si ça leur plaît d'aller vers ce personnage-là. Après, c'est vrai que ça me donnait l'occasion, et c'est pour ça que ce film m'intéressait entre autres, de travailler comme ça en prise directe avec les comédiens, et que le travail soit justement beaucoup plus sur le jeu d'acteurs et la collaboration avec les acteurs que mes films précédents. Et les couples, vous avez pensé comme ça dès le départ ou c'est venu après? Oui, j'ai fait des listes de couples potentiels et surtout aussi de groupes. C'est-à-dire que quand vous devez faire comme ça un film avec 7 personnages et 7 comédiens qui vont être là tout le temps, tous les jours, c'est-à-dire que c'est un peu comme faire une équipe de handball où là, du coup, ils sont 7. C'est-à-dire que chacun, s'il y en a un qui dit non, ça ne peut pas être le même groupe. C'est-à-dire, voilà, faut qu'il y ait une vraie cohésion. Donc je pensais le casting dans son ensemble. Et c'est, voilà, et puis c'est assez rare comme ça qu'on puisse faire un film en se disant bon, avec qui je rêve de travailler. Et donc il y avait ces listes de comédiens où j'ai mis des noms et j'ai eu la chance qu'ils me disent oui surtout. Qui connaissait qui parmi les acteurs? Je crois qu'on se marche là, non? Non, malheureusement. Sinon, je ferais pas tout ça. On se connaissait... Non, Doria et moi, on se connaissait pas. Non. Moi, je connaissais Vincent, je connaissais un peu Stéphane, j'avais tourné avec lui. Suzanne, t'avais tourné avec... J'étais marié avec Suzanne, on a... Ouais. Non, pas dans la vraie vie, hein, pas dans la sinon vraie tu vie, te rappellerais. Et Ouais. Bérénice aussi. Voilà. Et après, je sais que... Non, moi, je connaissais seulement Stéphane un petit peu, parce qu'on s'était croisés à Canal+, plusieurs fois. Donc oui, je connaissais Stéphane, mais je connaissais personne. Non, je connaissais personne d'autre. Ça s'est fait assez vite, hein, franchement. Ouais, bah, c'est vrai que c'était, voilà, c'est un contexte qui fait que ça crée des amitiés, et là ils apprennent à bien se connaître, hein, c'est-à-dire 7 semaines dans la même pièce, 10 heures par jour, forcément. Et tout, Oui, ouais. C'est-à-dire que je pense pas que je referai, mais même les comédiens, je pense pas qu'on aura d'autres films comme ça où l'intégralité du casting est là du premier jour au dernier jour et tout le temps de tous les plans. C'est-à-dire qu'il y avait pas un moment où il en manquait un. Et ça c'est très très rare. C'est très rare d'avoir 7 rôles principaux. C'est-à-dire la partition est égale pour les 7 et où j'en suis d'ailleurs assez content parce que c'est ça que je leur avais pas promis mais raconté au début quand on s'est rencontrés, c'est que il y avait pas un rôle qui prenait le pas sur l'autre et c'est toujours compliqué il fallait qu'ils me fassent confiance parce qu'à l'écriture forcément ce n'est qu'une version écrite de ce qui va être filmé et c'est pas évident surtout pour les rôles beaucoup moins dialogués par exemple. C'est-à-dire se dire mais comment le fait que là je parle beaucoup moins que les autres, je parle du rôle de Stéphane d'ailleurs et comment je vais pouvoir exister autant que les autres. Et au final, les 7, je crois, sont contents de ça. C'est-à-dire, voilà, je ne leur ai pas menti. Est-ce que cette manière de travailler, ça se rapproche d'une troupe de théâtre Un peu, ouais. Qui a fait du théâtre parmi les 7, justement? Grégory est de la Comédie Française. Oui, non mais tout le Donc, reste... Oui, mais tout le reste du staff... Quand même, c'est Monsieur je Gadebois de la suis Comédie peut-être la Française. seule S'il vous plaît, Christine. Je sais pas si... Je suis peut-être la seule à n'en avoir jamais fait, moi. Je crois que tous les autres ont fait du théâtre. T'as jamais fait de théâtre? Non, bah Ah si, bah on- tu vois, c'est ça. Ouais. Alors, de la Comédie Française, pas de l'Académie Française. Hein, ouais. Tu veux raconter? Ouais, oui. Magnifique anecdote. On est dans l'humour du film. ouais. hein. J'avais appelé ma grand-mère pour dire que je rentrais à la Comédie Française et après j'ai eu mon oncle au téléphone et je lui ai dit et il me dit ah mais je comprends mieux parce que mon ami me disait que tu rentrais à l'Académie Française, je ne comprenais pas. Commencer à broder les lettres vertes, non, c'est ça? Oui, à la Comédie.
Oui, ça se rapproche du théâtre un peu. Mais du coup, c'est pas compliqué quand on a l'habitude de travailler façon théâtre et d'envoyer un texte façon théâtre, comme vous en avez l'habitude, de jouer à la façon cinéma, parce que c'est un peu troublant, on est quand même dans les mêmes conditions. Non, mais en fait, il n'y a pas de différence tellement, je trouve, entre le théâtre et le cinéma. C'est un peu comme le volume de votre micro, vous le réglez, c'est juste une histoire de volume il n'y a pas tellement de différence. Non, ce qui était pareil, c'était le fait d'être tous ensemble et de répéter. Il y avait un peu un sentiment un peu de troupe, quoi. Dès qu'il y a un peu des gens qui jouent ensemble, tout le temps, ça fait un peu troupe et répétition de théâtre. Et puis de construire parce qu'au théâtre, par contre, on fait plus ça. Finalement, on répète comme on a fait un peu dans le film, c'est-à-dire, on fait le début de la pièce, puis l'entrée, puis après on passe à table, et puis on l'a fait ensemble dans le même. Oui, dans la chronologie. J'ai jamais pensé au théâtre en le faisant. Ouais, mais justement, c'était le but de ce film, c'était que ça fasse pas théâtre filmé du tout. C'est-à-dire, et le but, moi, de ma mise en scène et de comment on allait raconter l'histoire, c'est que ça soit aussi passionnant, parce que pour moi, c'est un peu une comédie à suspense, ce film, que ça soit aussi passionnant et qu'on s'ennuie pas, comme si on courait sur les toits du métro pour prendre une image de thriller, qui était mon emploi, qui était mon emploi, qui était ma fonction, je sais pas comment on dit, qui est un genre que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que le huis clos, ça vous a fait peur à tous, hein? Non, pas du tout. J'ai plutôt ça, mais en fait, j'ai pas du tout pensé que c'était un huis clos, que c'était vu que ça comme négativement. L'histoire, quand je l'ai lu, moi j'ai lu une histoire, j'ai tourné les pages comme ça, en disant qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, on dit ah oui, tiens, c'est vrai que c'est dans la table, mais c'est vraiment de parler des films d'action parce que ça bouge tout le temps finalement, même si ça reste assis. Il y a du suspense, c'est comme ça aussi. Ouais, c'est ça que j'appelle l'action. Ouais, moi c'est vrai que si on me dit en tant que spectateur, bon tu vas voir c'est un huis clos, c'est pas certain que je vais voir le film. C'est-à-dire que c'est réducteur, je trouve, par rapport à ce que je vais y trouver et tout ça. Et donc mon travail, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, passer outre ça. Donc je préfère, quand je parle du film, je parle souvent d'unité de temps. C'est-à-dire ça se passe le temps d'un dîner. Après, il ne reste pas tout le temps autour de la table. Il voyage un peu dans cet appartement. Mais à la fin du film, les gens me parlent assez peu du huis clos parce que je pense que le spectateur oublie que c'est un huis clos. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par l'histoire et ce qui va leur arriver et on attend au départ amusé et après avec de l'appréhension tous ces textos qui vont arriver sur leur portable, tels les balles d'un pistolet où on jouerait à la roulette russe. C'est bien ça, je vais le garder pour... Voilà. Ça c'est le truc d'action. Non, parce que généralement quand je dis ça, tu dis oui ça va, tu l'as fait à chaque fois. Écoute, là j'ai voulu être gentil. J'ai vu. Oui, pardon. Voilà, à faire l'idiot, je perds le fil. Mais c'était comme ça sur le tournage, c'était sympathique. On était autour de la table, comme on l'est là d'ailleurs. C'est assez drôle parce que le même nombre. Mais on était le même nombre autour de la table et puis on avait les trucs posés. Et vous n'avez pas été tenté du coup de jouer? Ils ont passé leur temps à s'envoyer des textos, en vrai. Ah, de jouer au jeu. Je pensais que vous demandiez à Fred s'il avait été tenté de jouer dans le film. Quand vous tournez, après la réalité des fois peut dépasser la fiction. Hein. Si, c'est assez tentant, mais ce qui est le plus amusant, c'est quand même d'y jouer avec des proches. Non pas qu'on ne soit pas devenus amis, mais on n'est pas non plus... moi, de savoir ce qu'il y a dans le téléphone de personnes que je connais depuis peu, il n'y a rien de révolutionnaire, quoi. J'ai envie au contraire d'y jouer avec les amis que je connais depuis longtemps, et eux n'ont pas accepté. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle le jeu? Parce que la traduction du film italien, c'est Parfait étranger. C'est toi qui Parfait inconnu. C'est moi qui ai changé le titre. Ouais. D'accord. Comment dire? Parce que j'aime pas les titres que tu comprends à la fin du film. Parce que si tu vois pas le film, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je voulais un titre. Qui résume. Alors, on s'est creusé la tête, alors que le titre est simple, c'est souvent le plus difficile à trouver, le titre, et surtout des titres un peu simples. Et c'est de Mars Film qui produit le film, qui un jour a dit pourquoi pas le jeu. Et je trouvais ça simple et en même temps tellement parlant par le sujet du film. C'est-à-dire que moi j'aime bien un film quand son pitch est simple. Quand je fais à bout portant, c'est un garçon qui court pour sauver sa femme et il a 3 heures. Voilà, et j'aime bien ce postulat très simple de au moins vous savez ce que vous allez voir. Donc voilà,
Et le retournement final, alors, c'est toi qui l'inventes ou c'est déjà... Alors, il était dans le film d'origine. Bon, bien sûr, faut pas déflorer. Il y a comme toutes les fins de films, souvent, là, je parlais de films à suspense, un twist, c'est-à-dire que le coupable n'est pas vraiment celui qu'on pensait, des choses comme ça. Et il y avait ça évoqué dans l'original, mais de manière moins précise. Et c'était beaucoup plus une fin ouverte. Et moi, je trouvais intéressant et d'avoir un faux happy end. C'est-à-dire une fin où, de prime abord, on se dit « Ah bah d'accord, tout est bien qui finit bien », et quand on y réfléchit, c'est pire que ça. C'est-à-dire, c'est l'inverse même. Voilà. Après, c'est difficile d'en parler, parce que forcément, c'est comme si... surtout les films à suspense, on allait raconter la fin, mais j'aime bien, je trouve que j'aime bien l'ironie dramatique, moi, voilà, donc c'est une fin remplie d'ironie dramatique et une vraie fin de cinéma, je trouve, qui va plus loin que si on était resté premier degré. Est-ce que c'est pas amené de manière un peu brutale? Bah, c'était le but, c'est-à-dire qu'on se dise au début, alors toujours sans déflorer l'histoire, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils réagissent comme ça et qu'on soit désarçonné? C'est-à-dire que j'aime bien, moi, quand je suis spectateur, que l'histoire joue avec moi. Et je trouvais que de cette manière, comme ça, un peu brutale, ça permettait de jouer avec le spectateur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça soit ludique. Et sur la forme, est-ce que vous avez cherché à trouver un équilibre entre ce qui est de l'explicite et de l'implicite, et notamment avec la musique, qui a tendance à souligner pas mal les émotions des différents personnages? Ouais, ça c'est le point commun de tous mes films, c'est-à-dire après c'est vraiment là une question de goût, je dirais. J'aime bien la musique quand elle est narrative et pas illustrative. Et là effectivement la musique est très narrative, c'est-à-dire après pour expliquer mon choix d'une telle musique, c'est-à-dire pour toutes les scènes où il y a de la musique, je connais les scènes avec et sans musique. Et je peux vous assurer que l'efficacité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que provoquer de l'émotion, ça marche mieux avec de la musique. Et notamment avec cette musique-là. Après, en termes de mise en scène, c'est sans doute mon film le plus compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit réduit comme ça, il fallait que à chaque fois, chaque plan soit très narratif et soit au service de l'histoire et pas au service du plan lui-même. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre ma caméra au plafond, des trucs, on aurait même tendance à faire ça quand on est metteur en scène. Quand on est comme ça dans un lieu où ça bouge pas, on se dit on va faire bouger la caméra. Et bien justement, je pense qu'il faut faire l'inverse en fin de compte, que la caméra soit très narratif, c'est-à-dire que va bouger seulement quand ça raconte quelque chose. Et parce que très très vite, 1h30 de caméra qui bouge sans que ça soit complètement justifié par l'histoire, ça devient insupportable, ça devient du clip ou de la pub. Et voilà, et ça demandait un travail en préparation très très important, c'est-à-dire de construction de décor cohérente par rapport à ce que j'allais faire en mise en scène. Voilà, j'ai pas souvent été à la pêche pendant cette année de travail sur le film. Ça a été passionnant parce que parce qu'il fallait beaucoup travailler, quoi. Quelle stratégie? Parce que quand on s'était rencontrés pour Les Infidèles, tu disais que tu avais dû utiliser des stratagèmes pour filmer deux potes dans une chambre d'hôtel. Ouais. Complètement différent Ouais. Pour elle et la bout portant. Et alors là, quel stratagème t'as mis en place Ouais, après là c'est des effectivement stratagèmes, c'est plus essayer d'anticiper comment j'allais devoir raconter cette histoire. Par exemple la construction du décor, pour pas que ça fasse théâtre justement. Jamais les comédiens et les personnages ne sont dos à un mur, c'est-à-dire que j'ai fait construire le décor pour qu'il y ait tout le temps une ligne de fuite. C'est-à-dire que les ouvertures de fenêtres, les ouvertures de portes, il y a des portes partout dans cet appartement, ce qui peut, en termes d'architecture, paraître bizarre, mais ça permet justement, contrairement au théâtre, où là, on a forcément un mur derrière soi, là, c'était pas le cas. Et après, des choses à réfléchir aussi. Par exemple, la place à table. J'avais défini une place à table pour chacun, et la veille du tournage, avec les comédiens, on a changé les places à table. C'est-à-dire qu'en réfléchissant qui serait assis où, et voilà, en pensant justement aux interactions et ce qu'ils avaient à jouer. Et éloigner les couples, certains les rapprocher. Par exemple, Doria et son mari, ils sont l'un à côté de l'autre, ils peuvent se toucher. Ils font que ça en même temps, hein. Oui, ils font que ça, bah oui. Hein. Voilà, donc fallait que leur... Pourquoi insupportable? Ils ouvrent la porte, ils se roulent des gamelles, enfin je veux dire, bon... Ouais. Pardon. Christine, la grande critique de... Ben oui, c'est ça. Ils se roulent des gamelles, mais ça a failli être le titre. C'était exactement le but, c'est-à-dire... moi-même, j'étais jalouse de mon personnage.
et de son bonheur de conne. Tu veux dire que t'aurais aimé rouler des gamelles comme ça, beaucoup plus? Bah, Je vais pas développer. D'accord. Non, mais sans foutre des autres à ce point, c'est énorme. Enfin bon, bref, oui, donc. Ouais, bah, il y a souvent ça dans les couples. Là, c'est un jeune couple, espèce d'étalage de, moi je leur dis, si je suis célibataire, allez pas, voilà, enfin je sais pas, je cherchais où j'allais. Non, mais je trouve ça, c'est adorable, les jeunes couples qui passent leur temps à s'embrasser et à comme ça, et oui, fusionner, et puis ou en oubliant les gens qui sont autour. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le couple Doria-Vincent est un peu le positif du couple Rochdy-Suzanne, c'est-à-dire que c'est avant-après, vous voyez. C'est-à-dire qu'eux, il y a eu 15 ans entre, et ils s'embrassent plus. Pourquoi? Bah, 15 ans de mariage. Ce qui est idiot. Et voilà. Et je trouvais intéressant justement qu'à la même table, il y ait comme ça, avant-après. Sur la forme. Hein. Sur le fond, effectivement, on va découvrir que c'est pas exactement cette vérité-là. Quoi. Est-ce que vous avez des craintes au fait de rire sur des sujets plus ou moins sensibles? Non, parce que c'est souvent là, ce qui est intéressant, c'est d'aller désamorcer le côté sensible et le côté sérieux par un rire, et faire aussi l'inverse, c'est-à-dire rire et puis d'un seul coup, plaf, arrive un truc qui nous fait beaucoup moins rire. C'est ça que je trouve intéressant, de changer de ton et de couleur en une seconde. Après, non, j'ai pas eu cette crainte-là. Souvent, on dit que l'humour, c'est je vais pas finir cette phrase. La politesse du désespoir, voilà, c'est cette phrase. Un peu de culture, excusez-moi. Et voilà, et forcément c'est toujours beaucoup plus pudique. Enfin, moi j'aime bien quand vous racontez des histoires, les personnages comme ça qui amènent des choses, et en fin de compte la vérité est en sous-texte. Quoi. Moi je voudrais avoir un secret. Le mouvement de gym, qui l'a inventé? Je me suis dit, c'est Grégory. Je sais plus, non, c'était l'application. J'ai fait comme l'application, comme c'était dit sur l'application. Ah bon? Non. Moi, je fais tout ce qu'on me dit. Je sais pas, on est des grands férus de gym, tous les deux, donc on s'est concertés, hein. Enfin, gymnaste dans ma vie privée. Bah oui, voilà. À la poutre, notamment. Oui, les barres parallèles. C'est notre passion, la poutre et les barres parallèles. Comment ça s'appelle? Les anneaux. Les anneaux, Ouais, les agrès en général. Les agrès en général. Voilà. Tout ce qui est basé sur un peu l'aérien. Ouais, voilà. La légèreté, là, et un mélange de légèreté et de force en même temps. Non, parce que c'est difficile de faire plus ridicule quand même, je veux dire. Ouais, c'est ridicule, et en même temps, on n'est pas tellement éloigné des vrais mouvements de gym. Après, ce qui est ridicule, c'est le faire à ces moments-là, quoi. Mais cette application, voilà, quand ça sonne, on doit faire des mouvements. Mais et comme c'est un garçon... mais si, ça existe. Non. Si, je crois. Alors, vous coupez la nuit le portable, parce que si ça sonne à 4h du matin, vous n'allez pas vous lever. Et encore, si l'application le demande, le personnage de Grégory... Quand ça sonne, t'es obligé. C'est la seule condition. Et c'est le personnage de Grégory, quand on est obligé de faire quelque chose, et quand on a pris le parti de le faire, il va au bout des choses. Est-ce que cette expérience t'a donné envie de faire une mise en scène de théâtre? Bah écoute, oui, parce que dans la genèse du projet, j'ai d'abord dit à mon agent, ça serait bien là maintenant d'essayer de trouver un projet de théâtre. Et j'avais commencé à écrire pour le théâtre, et je lui ai dit, si jamais on t'envoie des pièces ou tu as vendre pièces, ça m'intéresse, j'aurais envie de faire du théâtre pour justement me libérer de la technique cinéma et être que sur le travail avec les comédiens. Et je suis tombé sur ce film où il y avait toutes les cases pour aborder tous les sujets qui me touchent, et en même temps travailler en prise directe avec les comédiens. Et d'ailleurs, je rebondis sur la première question par rapport à l'adaptation. Il y a une amie qui était là tout à l'heure, qui a vu le film et qui me dit, alors que c'est une adaptation, qui me dit, je suis contente parce qu'enfin je te retrouve. Et dans ce film, il y a beaucoup plus de toi que dans les thrillers et dans ces choses-là. Donc je trouve ça très intéressant, justement, vu que à la base c'est une idée différente, c'est-à-dire de m'accaparer comme ça cette idée et au final en faire sans doute mon film le plus personnel. On te retrouve de toute manière depuis enfin. Ouais, mais même c'est plus plus ou moins visible, même dans Radin d'ailleurs. Même dans Radin, qui était sur le papier un film beaucoup plus burlesque, il y a il y a des sujets qui me plaisent, le rapport au père, des choses comme ça, et puis il y a un fond assez dark dans Radin. Alors, tout le monde
c'est une comédie, hein, mais le personnage est assez noir en vérité. Et donc à propos de ce fameux portable justement, est-ce que le spectateur va pas en ressortir un guide de bonne conduite, c'est-à-dire se poser les questions, ce que tu disais à la fin quand ils sont sur le balcon, où là nous avons été désappointés en disant moi j'aurais voulu une fin trash. Donc, et là on repart un petit peu déséquilibré. Finalement, est-ce qu'il faut tout savoir? Bah ouais. Après, ça aurait été, je trouvais ça. C'est Grégory qui a dit après que ça permettait justement cette fin-là d'avoir une vraie réflexion et ça, je trouve ça plus intéressant que imposer ce côté qui aurait été trop premier degré, c'est-à-dire trop. Après, je comprends hein, que ça peut, voilà, quand ça arrive, c'est un peu déceptif, mais très vite, on se rend compte que voilà, ça va un peu plus loin que ça. Et c'est plus cruel en fait. Ah, c'est plus ironique, ouais, c'est mais comme la vie, c'est-à-dire ça arrive rarement dans la vie où on peut comme ça tous régler ses comptes, tous dire les bonnes choses, tous ouais, ça arrive même jamais. Moi, j'adorerais. C'est dans Amélie Poulain où le personnage rêve comme ça d'avoir le temps d'écrire ses répliques, vous voyez, et pas rentrer chez soi. Putain, j'aurais dû lui dire et travailler le truc. Moi, je passe mon temps à faire ça. Des formations professionnelles, hein, mais des reproches à faire, non. Aucun. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, je le dis souvent, quand on est en salle, alors qu'on pourrait leur dire, en direct, on se connaît, on s'entend bien, toutes les belles choses qu'on pense d'eux, et ben on attend, vu qu'on est pudique et on n'ose pas, on attend d'être devant 400 personnes pour dire des choses qu'on n'ose pas leur dire en privé, quoi. C'est assez bizarre, ce fonctionnement-là, je trouve. T'avais vu l'adaptation de Polanski de Carnage? Non. Ben, je me suis d'ailleurs interdit, à partir du moment où j'ai su que j'allais faire ce film, je me suis interdit de revoir et même voir tous les films qui sont un peu sur le même système. C'est-à-dire, Carnage, j'avais pas vu et donc je me suis interdit de le voir. Et je me suis interdit aussi de revoir l'original. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des moments où je me disais, notamment le plan de fin, ou en plan séquence, et je me disais, mince, l'original c'est en plan séquence. Je suis en train de faire pareil, mais c'est voilà, c'est la seule vérité en mise en scène. Faut que ce plan soit comme ça, donc tant pis. C'est je suis pas en train de tricher, de pomper. C'est un hommage. Et après le film, enfin après l'avoir tourné, je suis rentré chez moi et là je me suis dit là je peux regarder. C'est pas un plan séquence dans l'original, c'est 7 plans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait tout de suite sa vraie vision et sa vraie vérité. Et voilà, mais Carnage, je peux le voir maintenant. Bon, en même temps, je vais peut-être voir. J'ai fait beaucoup le huis clos, course de char, des trucs comme ça qui me sortent un peu de ça. Et le film, il devrait sortir en Italie, du coup, ou pas? Non. Enfin, je dis non. Non, je crois pas, non. Comme le film italien est pas sorti en France. Voilà, mais c'est un sujet tellement universel. Moi, j'essaie de faire... Enfin, je fais des films, souvent, mes films ont été beaucoup remakés, 5 fois, je crois. Et aussi beaucoup diffusés à l'étranger, parce que c'est souvent des sujets universels. Vincent Lindon qui a cette problématique de essayer de faire sortir sa femme de prison. Voilà, ça peut arriver au Japon. Voilà. Là, le portable, il n'y a rien de plus universel à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet, je pense, enfin si l'amour, mais bon, ce film est un film d'amour, car toutes les histoires sont des histoires d'amour. C'est sur la tenue finalement des amis. Est-ce que la conclusion ce serait que les bons amis, c'est comme les bons voisins, ils sont discrets? Ouais, là il y a Doria qui citait l'autre fois Michel Denisot, qui dit quelque chose sur l'amitié. Michel Denisot, c'est vrai qu'il me disait, Michel, il disait un ami c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime quand même. Je trouve ça assez joli. Après, oui. Je sais pas si on peut dire. Enfin, là, je parle. Je sais pas moi la réalisatrice, mais je peux en parler. T'aurais aimé, hein? Ouais. J'aurais été beaucoup moins sympa. J'aurais fait l'enfer. Non, mais je trouve ça toujours un peu étrange de donner la conclusion du film ou la morale d'un film. C'est-à-dire, si on pouvait le résumer en une phrase, on n'aurait pas à faire le film. On dirait, voilà, l'amitié c'est ci ou c'est ça. Le principe, c'est que justement les réponses à cette question sont dans tout le processus et la longueur du film. Et puis c'est d'ailleurs pas une réponse simple, c'est des hésitations, c'est plus des questions posées ou des points de vue qu'on interprète un peu à sa guise, quoi.
Et heureusement, je vois plus souvent les films des autres que mes films à moi. Et je serai plus souvent spectateur dans la vie que réalisateur de films. Je vais voir plus de films que je vais en faire, forcément. Et voilà. Quand tu as commencé donc, tes courts-métrages, ils étaient tournés à Rennes, donc tu as filmé à Rennes. Qu'est-ce que tu as pensé des différents films qui ont été longs-métrages qui ont été tournés à Rennes ces dernières années? Bah écoute, je l'ai pas vu encore et j'ai hâte de voir le film de Christophe Honoré. Non, et ça se passe à l'époque où on allait dans les bistrots. Ouais. Et on y va encore, hein, mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir. Après, ça va être, comment dire, effectivement, je vais regarder le film avec deux parties de mon cerveau. Un qui va regarder même presque un documentaire sur ce qu'était ma vie à cette époque-là et les lieux que j'ai fréquentés et tout ça. Et l'autre qui va suivre l'histoire que le film raconte. Après, c'est assez compliqué, je pense, par exemple, pour moi, faire un film ici. Quand je fais un film de cinéma, je fais de la réalité plus 1. Et là, je suis trop ancré dans une réalité qui était ma réalité pour faire un film ici à Rennes. Voilà. Et puis ça met tellement de bordel dans la ville, un tournage, que j'assumerais pas. Je connais tellement de gens ici, je vais les bloquer en bagnole et tout, j'assumerais pas. Et ailleurs en Bretagne. C'est ce que disait Honoré d'ailleurs. Il disait que pour lui, Rennes n'était pas du tout une ville cinégénique. Bah parce qu'il la connaît trop, je pense. Et qu'il la connaissait trop, et que quand il est revenu, par contre, il s'est rendu compte qu'il avait tort. Ouais, bah il a sûrement raison, alors, parce que donc je devrais revenir. Après, c'est les histoires qui déterminent forcément le lieu où vous les tournez. Ouais, pourquoi pas. Vous savez, pour revenir tout à l'heure sur l'adaptation, je me disais que je ne pourrais jamais faire un film que je n'ai pas écrit à la base. Et je suis très content d'avoir fait ce film-là parce que ça me brise un verrou et ça m'ouvre sur d'autres choses. Ça m'ouvre sur l'adaptation des romans, l'adaptation de pièces de théâtre. Et c'est toujours idiot de se limiter. Voilà. Et comme là, je dis je pourrais pas tourner à Rennes, ça se trouve, mon plus grand film, je le tournerai ici. Il y a un autre gars fondamentalement attaché à Rennes dans le monde artistique et qui fait un retour avec un nouvel album, c'est Dao. Faire un biopic en demandant à Dao de jouer dans son rôle aujourd'hui et puis de voir le jeune type qui d'un seul coup sort des transmusicales et du coup rendre un hommage à ta région d'origine, ça te... Oui, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Après, un biopic de Dao, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'on est, bon, moi j'adore Étienne Dao, hein, il y a pas, et puis pas seulement parce qu'il est rennais, c'est vrai que... Il a éclos, arrête. Oui, voilà. Et c'est vrai que pour moi, Étienne Dao, je me rappelle voir un reportage à la télé chez ma grand-mère, un mardi soir, et je vois un reportage, et à la télé, je vois quelqu'un qui habite ma ville. Et je suis super étonné. Pour moi, pour moi, il y a un truc pas possible. C'est-à-dire quelqu'un qui est rennais et qui passe à la télé. Vous voyez, ce truc. Ah ouais, j'ai trouvé ça merveilleux. Et j'ai un vrai attachement d'ailleurs avec mes amis expatriés à Paris. Quand Étienne Dao passe à l'Olympia et tout ça, on y va tous ensemble. Voilà, donc là, je crois que c'est en octobre ou décembre, c'est ça, le prochain concert à l'Olympia. Voilà, une de mes meilleures amies qui est rennaise comme moi m'a déjà envoyé les billets, mais il y a 6 mois déjà. Voilà, donc pourquoi pas. Il y a enfin, j'en parle souvent. Je disais que je parle souvent de la Bretagne. Il y a un vrai attachement. Je sais pas, je me sens. Je sais pas, c'est bizarre, frère comme les gens qui doivent être d'autres villes aussi. Mais d'ailleurs, il y avait une interview de Nano où il disait, je serai tout le temps un petit gars de Rennes. Et moi aussi, c'est-à-dire pareil, je serais toute ma vie un petit gars de Rennes, quoi. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a 10 ans? Écoute, complètement, parce que je venais ici présenter pour elle. Et c'était il y a 10 ans. Et j'en parlais avec la patronne la directrice, Véronique du Gaumont. J'aurais rêvé présenter pour elle au Gaumont qu'elle amenait. Parce que c'est le cinéma de mon enfance, même avant ça, quand c'était le Dauphin et le Royal et tout ça. Et j'ai vu des films là-bas. Et je crois qu'à 10 jours près, l'avant-première de Pour elle était 10 jours après la fermeture du cinéma qu'elle amenait. Et avec Lindon, on a été la première équipe de films à inaugurer. Donc il y a ça qui est bien quand même. Mais c'est vrai qu'il y a eu j'aurais bien aimé pour le truc lié à l'enfance, tout ça machin, d'aller présenter dans ces salles où j'ai vu tellement de films et des films qui m'ont donné envie de faire ce métier, quoi. Tu sais quel acteur un petit peu connu il y a déjà longtemps a été projectionniste justement au Sim. Au Royal. Royal qui était quand même une salle de 1500 places. Ouais, chose que moi je me rappelle plus si j'ai connu, alors j'étais vraiment tout petit. J'ai souvenir du Dauphin
où il y avait des sièges qui s'inclinaient et je vois là-bas un dessin animé et mon père est obligé de me prendre sur ses genoux parce que je vois rien que le fauteuil devant. Et il y avait pas encore les trucs en plastique là qu'on met pour les gosses. Bah ouais, et belle invention ça parce que on n'allait plus voir des films là parce que j'étais trop petit, je voyais pas. En même temps, c'est sympa d'être sur les genoux de papa. Ah bah ouais. Bah d'ailleurs c'est parce que il m'a emmené au cinéma. Mon père me faisait sécher l'école et disait qu'il était malade et on le disait pas à ma mère pour qu'on aille au cinéma. C'est-à-dire, ouais, il me disait tu dis pas à ta mère hein, et on allait voir des films. Ouais. Et ça finit mal, on finit par faire des films. Bah ouais, ils auraient peut-être préféré. Ouais, là on entend un super chauvin, j'aimerais bien savoir si autour là il y a des super chauvins aussi. Non, la Bretagne. Non. Vous êtes originaire d'où? De Seine-Maritime, de Normandie, mais j'aime bien la Bretagne. Les ennemis. Ouais. Mais parmi mes plus belles vacances, c'était Roscoff. Ah ouais. Et j'adore, là, j'ai très heureux de venir me balader dans ce coin et d'être là. Ouais, bah. Angèle et Tony, c'était tout le monde croit que c'est en Bretagne, c'est vrai. Non, mais souvent on me dit. Pour moi, c'est en Normandie. Les Bretons disent, c'est pas les Bretons qui me disent ça, mais des gens qui sont pas de Bretagne et pas de Normandie me disent, mais c'était en Bretagne. Non, c'était à Port-en-Bessin. Non, le film est tellement bon qu'on a l'impression que c'est en Bretagne. Ouais, c'est au Mali. Et de. Moi, si je suis chauvine? Ouais. Non, je veux pas. Si vous êtes parisienne. Moi, je suis parisienne. Bah, voilà. Bah, il y a plein de Parisiens vachement chauvins. J'arrête l'interview. Non, écoutez, j'adore les Parisiens, certains. Oui, il y en a effectivement plein de Parisiens détestables, mais je suis sûre qu'il y a des Bretons pas très agréables aussi. Non. Mais non, j'ai pas d'attache. Oui, je trouve Paris très belle, mais j'ai pas. Je me sens pas. Attachée à Paris plus, si parce que je connais mieux, mais je partage pas le même amour que j'entends chez Fred. J'ai pas ce sentiment-là. Non, je me sens. Ouais. Après, je t'ai coupé, mince, excuse-moi. J'étais pour rebondir sur ce que tu coupé déjà dans le au film. Montage, oui. Et non, mais c'est sans doute lié aussi au fait que j'ai dû partir pour ce métier qui est quand même beaucoup centralisé et malheureusement j'ai dû quitter Rennes pour m'installer à Paris et c'est sans doute parce que je n'y vis plus que j'en parle beaucoup. Je pense que quand je suis ici je parle beaucoup moins de la Bretagne. Sûrement. Ouais, je pense. Est-ce que tu as vu Suite armoricaine de Pascal Breton? Non, je ne l'ai pas vu. Ouais. Ah oui, qui se passe à Rennes aussi. Bah, c'est tourné à Rennes. Ouais, bien sûr. C'est le plus beau film tourné. Ouais. Elle est très talentueuse. Vision est magnifique alors que. Bah oui. Ah oui, non, tu vois, elle est très talentueuse. Et mais j'ai souvenir de Pascal Breton, j'ai souvenir de ce magnifique court-métrage Les filles du 12 sur les filles qui travaillent avec cette très bonne comédienne Mélanie Laurey. Ouais. Et oui, je le verrai je le verrai avec plaisir, mais c'est vrai que quand vous préparez des films, vous voyez pas beaucoup de films, c'est-à-dire qui vivent avec Reda Kateb, qui est tourné au Blown. Eh oui. Ah bah il y a les beaux gosses aussi, tu passes par là. Ouais. Ah ouais, tout le monde tourne à Rennes. Donc c'est la Cinecittà française maintenant, Rennes quoi. Mais il n'y a pas qu'à Rennes où c'est possible de tourner. La Bretagne c'est grand, faudrait quand même. Ça aurait pas été compliqué de faire le jeu à bord d'un bateau, un truc dont on peut pas sortir quand même, par exemple. Ben ouais. Après si c'est où c'est compliqué, c'est que effectivement c'est logistiquement c'est compliqué d'emmener mes camarades. Ils auraient été contents d'aller à Saint-Malo d'Orient. Bah oui, mais ils ont des enfants, tout ça, machin. Fallait amener toute la famille et tout, c'était compliqué. Moi, ça aurait été vite fait. Franchement, ça aurait pas coûté cher. Et puis surtout, ça serait pas parce que le côté huis clos, je suis pas complètement d'accord avec le fait que ce soit un huis clos. Moi, dans huis clos, j'entends enfermé dans un endroit où il y a un caractère exceptionnel. Oppressant aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit qu'on n'a pas forcément choisi, il y a quelque chose, et puis il se passe quelque chose. Là, c'est un dîner, c'est un dîner, ils peuvent partir quand ils veulent, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, il y a quelque chose, ils sont pas enfermés. C'est pas 12 hommes en colère où ils sont enfermés dans une pièce, on dit réfléchissez, puis vous nous dites. Là, ils sont tous là de leur propre paroles qu'ils ont choisi, parce qu'ils sont amis, c'est juste un dîner. C'est juste un moment qui se passe au même endroit. Le côté huis clos, il y a quelque chose. Il y a une loyauté qui les verrouille quand même. Ouais. La corde, c'est plus un huis clos. Et dans le bateau, il y aurait eu plus. Oui, le huis clos, moi j'entends, on n'a pas le choix, quoi. Là, ils ont le choix, et c'est ça que je trouve.
il y a un personnage dont on ne parle pas, ce sont tous les intervenants sur le téléphone. Ouais. Et on s'évade énormément, on imagine les personnes. Ouais. Ouais. Les auteurs de SMS et tout ça. Ouais, bien sûr. On n'est pas enfermé. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage aux comédiens qui ont fait les voix. Parce que c'est un exercice très compliqué et que j'ai beaucoup recommencé. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs comédiens avant que je trouve la bonne voix, parce que c'était c'était un ingrédient indispensable et fallait que ça soit parfait et qu'on puisse justement, comme vous dites, bien imager qui était la personne. Et voilà, et d'ailleurs, il y a une des voix qui est faite par l'assistant mise en scène. Et voilà, ils vont peut-être te le présenter pour des voix radiophoniques, parce qu'il a ce talent-là. Un jour, tu avais parlé d'un projet de polar au Canada avec Charlize Theron. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mytho, quoi. Charlize est une amie. Ouais. Alors il y avait plusieurs projets, c'est-à-dire qu'il y avait un projet avec des bûcherons. Et il y a un autre projet qui est toujours d'actualité, et là je suis en train d'écrire et je vais en repérage début d'année prochaine, qui est un peu The Revenant, j'essaye avec le bon accent, mais avec une femme. Et c'était, je pense, ce projet-là. D'accord. Là, t'es dessus maintenant. Ouais, une femme confrontée à la nature pour essayer de survivre. Mais là, de manière contemporaine, pas comme The Revenant. Et ouais, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc je suis sur plusieurs projets, dont celui-là, mais on m'a pas mal proposé de films en langue anglaise et des Die Hard, des choses comme ça, mais j'étais pas à l'origine des choses, donc j'ai tout le temps décliné, pourtant des films qui se sont avérés formidables, hein, Sicario, machin, des films comme ça. Mais comment dire, c'est plus facile, je pense, pour moi, là, même si j'ai brisé ce verrou-là en France, d'être à l'origine de l'écriture pour aller faire un film là-bas. C'est-à-dire, l'expérience de mes camarades qui sont partis faire des films anglo-saxons n'a pour l'instant jamais été réussie. Et même de leur dire, que ça soit Jeunet, que ça soit Kassovitz, quand je les croise, ils me disent n'y va pas. Ouais, n'y va pas, reste là, on est beaucoup mieux, n'y va pas. Et quand même, vu que moi mon rêve c'est faire un western, je me dis... Jacques Audiard, alors il est comment? Ah, je l'ai pas vu encore, j'ai hâte. Ouais, Il est bien. Il est bien. Ouais, il est bien. Ouais, je suis terriblement envieux. Bon, après, je suis terriblement envieux de Jacques Audiard, parce que pour moi c'est le meilleur, mais... ouais, il a réussi à faire un western. Tu écris toujours tout seul les scénarios? Non. Là, j'ai fait l'adaptation tout seul. Là, je suis en train d'adapter une pièce de théâtre. On écrit à deux. Non, j'aime bien le ping-pong. C'est-à-dire, voilà, l'échange comme si on avait deux cerveaux, quoi. Ou un seul quand c'est un brillant scénariste qui est avec moi, c'est-à-dire le sien, quoi, son cerveau à lui. Et vous avez des projets perso d'écriture, de scénario, des choses comme ça? Non, absolument pas. Ouais. Je suis absolument pas. Je suis terrorisé par ça, très admiratif de ça, de l'écriture et d'être à la. Non, moi je dis ce qu'on me dit. Je suis pas du tout je suis juste acteur. Et Doria, peut-être un film en projet, du coup. En projet d'écriture ou même passer à la caméra, pourquoi pas. Parce que écrire, vous avez déjà fait. Ouais, j'ai des idées, j'ai des envies, mais pour l'instant, je manque peut-être d'expérience et de motivation. En fait, c'est vrai que c'est très difficile, et comme j'ai la chance qu'on me propose de jouer, forcer les choses, mais j'aimerais bien peut-être un jour, on verra. Après, c'est de la modestie, hein, tout ce quand Grégory dit, voilà, je ne saurais pas écrire, parce que ils écrivent sans le savoir, comme Monsieur Jourdain, parce que sur ce film, par exemple, les personnages sont presque écrits à deux. C'est-à-dire les propositions, les directions, ce qu'ils vont amener dans leur personnage. Voilà, et c'est pas là de la fausse modestie de ma part de dire que pour tous les personnages de ce film, on les aurait un peu écrits à deux. C'est-à-dire que moi, il y a une base, et après on donne naissance à ce personnage ensemble, on lui amène de la chair, et là c'est écrit avec leurs propositions. Par exemple. Oui, mais c'est à un moment, il devait dire bonjour et il a dit salut. Non, mais exactement. C'est parce que c'est quand même. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que tu disais quand tu dis que c'est pas un film que c'est pas une idée original et que bizarrement c'est celui où il y a le plus de choses dedans. Ben pour moi, je parle juste parce qu'il y a une méthode par acteur et on a des millions. Moi, je trouve si c'est mes mots à moi, si c'est moi qui choisis, j'arrive pas. Je peux dire je t'aime si c'est quelqu'un d'autre qui me prend en charge et qui dit tu
vas dire ça à la dame. Mais si c'est moi qui décide de dire, c'est un truc de pudeur, hein, de fausse modestie, je ne sais rien, mais c'est quelque chose qui est plus par là que si c'est quelqu'un d'autre qui donne le crédit, on peut dire les choses vraiment, et on peut les prendre en charge. Mais si on décide Ouais, je comprends. Bah, pour résumer, c'est une magnifique collaboration. C'est catastrophique quand on est acteur. La série Lox, là, c'était quoi non, enfin si, c'est une commande enfin une proposition de Canal+ qui m'a demandé, Canal+ et Gaumont qui m'ont demandé, voilà, est-ce que tu voudrais pas faire une série? Et donc, si un jour tu as une idée, peut-être à une autre forme. Après, j'ai beaucoup d'envie là de cinéma et je parlais tout à l'heure du fait que je suis plus souvent spectateur que réalisateur, et je prends tellement de plaisir devant les séries des autres, notamment les séries policières où il y a un niveau d'écriture, de jeu, de tout. Là je viens de découvrir Sharp Object, je sais pas si vous avez vu cette série qui est sur OCS avec 3 magnifiques comédiennes et une principale, Amy Adams. Voilà, c'est d'un niveau que j'ose même pas m'y frotter. Voilà, donc pour l'instant, je reste spectateur des séries avec grand plaisir. Et vous, je Grégory, continue à faire des films. Vous avez fait Les Revenants? Ouais. Et c'était comment alors? Est-ce que c'est complètement différent du métier de comédien, de théâtre ou de cinéma? Non, mais je trouve que c'est toujours un peu. Il y a pas. Enfin, non, mais moi j'aime bien l'idée de la série, de jouer dans une série. Et je me souviens quand on a fait la saison 2, il y avait quelque chose de très bizarre de se retrouver dans les décors 2 ans après, avec les mêmes costumes. C'est 5 minutes après, mais c'est 2 ans après. Il y a quelque chose de et puis c'est génial, les personnages sont développés sur le. Ce que j'aime dans la série, c'est qu'un film, on voit. Voilà, on était une fois en Amérique, on peut le voir qu'une fois. Après, on le revoit. Non, on le revoit. Mais une série, il y a quelque chose, c'est comme un film, mais qui dure, qui est plus long, on peut faire le... Ouais, c'est tellement impliquant. Après, je dirais que c'est plus intéressant pour moi en termes d'écriture qu'en termes de réalisation. Pour une question de temps, de moyens, de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est génial de pouvoir développer des personnages, et notamment les personnages secondaires, et les emmener comme ça très très loin, quoi. D'ailleurs, c'est terrifiant, mais mes vrais plaisirs de spectateur depuis 2-3 ans, elles sont plus devant les séries qu'au cinéma. Mais les séries, j'étais venu par Les Sopranos. Je n'aimais pas le principe de la série, mais il y a longtemps. J'ai une copine qui m'a foutu devant le épisode 1, saison 1 des Sopranos. Je suis reparti de chez elle avec le coffret, j'ai tout regardé. Et c'est génial de voir, mais même voir les enfants grandir. C'est le vrai enfant qui grandit au fur et à mesure de la... Et puis, il y a quelque chose, c'est une fresque comme ça. C'est comme spectateur que j'adore, et comme acteur, ça doit être génial de vivre un truc comme ça. C'est presque vivre une vie parallèle. Bah ouais. Et puis c'est bien de découvrir des séries quand... Moi j'adore, c'est comme avoir une boîte de chocolat et on se dit qu'on peut tout bouffer, vous voyez. Il faut les avoir un par un. Moi j'aime pas un épisode chaque semaine, faut que je vois. Et la première série qui m'a donné le virus, c'est le canon d'appeler ça un virus, c'est Walking Dead, où on m'avait dit, tu vois, c'est un truc avec des zombies et tout. Je me fous des zombies, moi ça m'intéresse pas. J'ai commencé à regarder le premier, le deuxième, après je suis devenu zinzin, c'est-à-dire qu'il fallait que je vois tout, et les personnages qui évoluent, et c'est... voilà, c'était longtemps ma série préférée. C'est addictif. Ah bah oui, justement j'avais peur de ça, du côté chronophage. Vu comme ça, c'est un film de 10 heures. Bah ouais. Moi je suis un petit peu comme tu étais au début, comme vous. C'est-à-dire que je ne supporte pas la transmission. Ah bah oui. Donc je ne regarde pas de série. Parce que d'attendre 8 jours. J'attends qu'elle sorte et je prends tout d'un coup. Ouais. Mais vraiment, j'étais comme toi et ah ouais, je suis content d'avoir changé mon fusil d'épaule parce que je te jure, en termes d'écriture, des histoires racontées, il y a 5 ans que j'ai pas eu autant d'émotions, de trucs devant un film. Bon, après j'ai vu des grands films quand même, mais si on me demande de quoi tu pourrais parler, voilà, et ben c'est des séries. En cinéma, t'aurais vu quoi? Bah moins. Vu que je regarde des séries, maintenant je vais plus au cinéma. Des titres de films qui deviennent comme ça. Bah tu vois, j'arrive pas. Tu vois, là je peux te parler de séries, mais c'est terrible, hein, je suis extrêmement fan du dernier Spielberg, Ready Player One. Ouais. Ah ouais. Ouais, je trouve qu'il y a tout dans ce film. Enfin, il y a tout ce que moi je vais chercher au cinéma. Sur certains films, le côté ludique
et qui me parle vraiment à moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me parle aux choses que j'aime, et il me parle, mais qui parle pas bien français, il me parle, voilà, il me parle des choses que j'ai aimées, il y a même des choses que je connais assez peu, le jeu vidéo, mais je prends du plaisir quand même, parce que j'ai quand même quelques références. Voilà, si je parlais tout à l'heure en disant que j'aime que les films, que le metteur en scène me parle à moi, là, c'est exactement le type de film qui me plaît, quoi. Ouais. Tu l'as vu, Ready Player One? Ouais. C'est bien. Écoute, je l'ai peut-être pas vu dans les meilleures conditions. Ouais, c'est bien, mais non, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas été aussi touchée que